Tu veux acheter l'action Amazon, mais tu te poses encore quelques questions. Est-ce que l'entreprise, elle est de si bonne qualité que cela? Et surtout, est-ce qu'actuellement, l'action ne serait pas trop chère? Eh bien, dans cette vidéo, c'est ce que nous allons regarder. Dans un premier temps, on va vraiment analyser ensemble les fondamentaux de l'entreprise pour savoir si elle est bien ou non. Et ensuite, eh bien, je te donnerai un prix d'achat idéal pour pouvoir maximiser les rendements. Allez, let's go! Alors, la première chose que j'aime bien réaliser avant d'investir sur une entreprise, c'est déjà de regarder les performances de son action au cours des précédentes années. Et on peut dire qu'Amazon s'en sort plutôt bien. Au cours des 5 dernières années, l'entreprise s'est appréciée ici de 110%. Donc là, elle aurait battu son indice de référence qui est le S&P 500, qui lui tourne aux alentours des 95%. Et si on regarde au cours des 10 dernières années, là l'augmentation est encore bien plus importante avec plus de 1000% d'augmentation de son action, tandis qu'un indice lui aurait fait 210% environ. Donc si tu avais investi sur Amazon il y a 5 ou encore mieux il y a 10 ans, eh bien tu aurais vu l'action de ton entreprise s'envoler énormément. Donc ça déjà c'est un point plutôt intéressant. Ensuite, la seconde chose que je vais regarder, c'est les différents piliers que j'ai l'habitude de regarder. Et la première chose qui me saute aux yeux, on va pas se cacher, ici il y a quand même beaucoup de métriques qui ne sont pas au vert. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise est de mauvaise qualité? Eh bien, pas forcément. Ce n'est pas parce que certaines métriques ne sont pas cochées que l'entreprise est mauvaise. Ou au contraire, ce n'est pas parce que toutes ces métriques sont cochées que l'entreprise est de bonne qualité. C'est pour ça qu'il va être important d'analyser un peu plus finement. Donc déjà, moi, la première chose qui me saute aux yeux, ça va être l'endettement. Si tu regardes bien ici, sa dette long terme pourrait être remboursée en 14 années de free cash flow moyen. Donc ce qui est relativement important. Moi, pour rappel, j'aime bien investir dans les entreprises qui ont une dette long terme pouvant être remboursée en moins de 5 années de free cash flow. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Les entreprises qui ne sont pas endettées ou qui maîtrisent leur dette, c'est des entreprises qui ont peu de chances de faire faillite. Et donc, toi, en tant qu'investisseur, si tu achètes leur action, tu as peu de chances de voir la valeur de ton action chuter à zéro. Donc là, pour Amazon, on se dit, ok, l'entreprise semble relativement endettée. Après, Amazon, si tu te rappelles un peu son business model, c'est principalement un site de e-commerce qui s'occupe de livrer des produits aux clients finaux. Donc, pour pouvoir livrer ces produits aux clients finaux, l'entreprise va avoir besoin d'un nombre important de locaux pour pouvoir transférer les différents produits d'un endroit à un autre. Ensuite, ils vont devoir investir énormément dans tout ce qui est avion, camions, etc. Donc, ça ne me choque pas plus que ça que l'entreprise ait un endettement relativement élevé. Après, la chose que je veux quand même que tu regardes, ici cet endettement, il est calculé sur le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Mais regarde bien ici la différence. Le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années était de 11 milliards. En revanche, cette année, l'entreprise a réussi à réaliser un free cash flow de 48 milliards. Et là, pour le coup, c'est plus pareil. Si on prend la dette long terme de l'entreprise, qui est juste ici, de 160 milliards. Donc ces 160 milliards, on va les diviser du coup par nos 48 milliards. Et là, vous avez ici 3,33. Ça veut dire que l'entreprise, si elle continue d'avoir un free cash flow qui est d'au minimum 48 milliards, et bien d'un coup, sa dette, elle est ici maîtrisée. Donc le free cash flow d'Amazon, ça va être vraiment une métrique qui va être très importante de surveiller, surtout de surveiller son évolution pour voir si ces 48 milliards, elle va être capable de les réaliser au cours des prochaines années ou si au contraire, elle va retomber un peu, entre guillemets, dans ses travers et refaire des free cash flow un peu moins importants. Donc au final, la dette semble plutôt OK pour une entreprise comme Amazon. Si on regarde le second indicateur d'endettement, qui est la dette nette, pour la calculer, c'est très simple, il faut faire la différence entre la valeur d'entreprise ici et la capitalisation boursière. En gros, pour t'expliquer rapidement les deux métriques, la capitalisation boursière, c'est si quelqu'un décidait de racheter l'intégralité des actions en circulation, il aurait à débourser ici 1960 milliards de dollars. La valeur d'entreprise, c'est si quelqu'un voulait racheter l'intégralité des actions en circulation, donc être propriétaire à 100% de l'entreprise, et en plus se débarrasser de toute la dette. Il aurait ici à payer 2200 milliards de dollars. Et donc, si vous faites la différence entre les deux, vous avez ce qu'on appelle ici la dette nette. Donc, si je fais ici, mes 2200 moins mes 1960, on a ici 240 milliards. Si je les divise toujours par mes 11 milliards 16, qui est mon free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, on est ici à plus de 21 années. Donc là, encore une fois, c'est trop. En revanche, si on fait toujours par rapport
au free cash flow moyen que l'entreprise a réalisé cette année, on serait ici à 4,96, donc 5, donc on serait plus ou moins pile à ma valeur limite. Donc, je vais partir du principe ici que l'endettement de l'entreprise Amazon est au final maîtrisé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a toujours une croissance de son chiffre d'affaires, ok, de son résultat net, parfait, et de son free cash flow. Donc ça, c'est vraiment important d'investir dans les entreprises qui ont toujours de la croissance, car c'est le moyen le plus simple pour se faire de l'argent sur du long terme. Si on regarde plus finement au niveau des croissances, au cours des 5 dernières années, on avait ici 321 milliards de dollars, cette année 604 milliards. Donc là, c'est énorme. L'entreprise a quasiment doublé son chiffre d'affaires en 5 années. C'est exceptionnel. Ensuite, si on regarde son résultat net, il est passé de 13 milliards à 44 milliards. Donc là, c'est encore mieux que le chiffre d'affaires parce qu'on a plus que doublé. On a fait plus qu'un fois 3. Donc ça veut dire à la fois l'entreprise vend de plus en plus de produits, mais en plus, elle a amélioré ses marges. Donc elle a réussi à réduire drastiquement tous les coûts que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est excellent. Et si on regarde un peu plus son free cash flow, donc le free cash flow qui est vraiment une métrique super importante, c'est vraiment le sang de l'entreprise. Comme je te dis, le résultat net, ça peut être facilement manipulable par les experts comptables. Le free cash flow, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, avec le free cash flow, eh bien, l'entreprise, les gérants de l'entreprise vont pouvoir réaliser 5 choses. Ils vont pouvoir soit distribuer un dividende, soit rembourser leurs dettes, soit réinvestir en eux-mêmes, soit réaliser des acquisitions ou autrement racheter leurs propres actions. Donc il est vraiment important que cette métrique soit en augmentation dans le temps. Et comme on peut le voir ici, on est passé en 2020 de 26 milliards de free cash flow à cette année 48 milliards. Donc là, le free cash flow a fait moins bien que le résultat net. Donc là, on pourrait se dire, ah, alors attends, peut-être que les experts comptables essayent de manipuler quelque chose. Alors oui, mais t'inquiète, non. Si tu regardes bien ici, en fait, comment est calculé le free cash flow? Ils prennent ici l'argent issu des opérations moins tout ce qu'on appelle ici les capital expenditures. Donc en gros, c'est des dépenses en capital. Et comme tu peux le voir, eh ben, regardez à quel point ça a vachement augmenté. Au cours des années 2019, 2018, 2019, 2020, on était inférieur à 20 milliards. Et depuis 2020, regardez comment Amazon investit énormément en elle. On est passé ici à 52 milliards, 65 milliards, 58 milliards, 60 milliards. Donc par rapport à ce que l'entreprise génère, regardez, il y a même des années où l'entreprise s'est du coup endettée parce qu'elle générait moins d'argent que ce qu'elle n'en dépensait pour accroître ses activités. Donc ça, j'aime bien investir dans ces entreprises qui ont une vision très long terme où ils se disent « Ok, peut-être que pour l'instant, on ne se fait pas beaucoup de sous, mais par contre, on investit énormément en nous-mêmes pour qu'ensuite, là, le free cash flow, il explose. » Et donc, c'est principalement, je pense, pour ces raisons, au cours des 3-4 dernières années, que le free cash flow de l'entreprise Amazon a augmenté énormément. Donc, au final, pour l'instant, Amazon, c'est plutôt pas mal. Après, au niveau des marges, des marges brutes de 18%. Ok, pas forcément ouf, mais pour une entreprise comme ça ne me choque pas plus que ça. Des marges nettes de 4,5% au cours des 5 dernières années. Donc moi, j'aime bien investir sur les entreprises qui ont des marges supérieures à 10%. Pourquoi? En fait, quand on est en période, par exemple, de récession ou quand l'entreprise a un coup de mou et qu'elle doit rogner sur ses marges, plus votre marge elle est haute, plus l'entreprise va pouvoir rogner sans trop l'impacter. Quand vous avez des marges relativement faibles, à tout moment, en fait, ces marges peuvent devenir négatives. Et donc, ça veut dire que l'entreprise pourrait commencer à perdre de l'argent. Donc là, ok, les marges sont relativement faibles, mais si on regarde la marge nette cette année, qui a été de 7,35. Donc là, on a eu une belle augmentation. Donc la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que l'entreprise va réussir à maintenir ses marges de 7,35 ou le mieux, est-ce qu'elle va réussir encore même à les augmenter pour dépasser les 10%? Donc ça va être vraiment une question cruciale à se poser. Ensuite, quand on regarde les différents indicateurs de rentabilité ici, ils ne sont pas exceptionnels. Moi, j'aime bien investir dans des entreprises qui ont des indicateurs de rentabilité supérieurs à 12%. Là, le ROA 8,5%, le ROE 19% et le ROIC, qui est la métrique la plus importante à regarder, on n'est même pas à 7%. Le ROIC, ça nous indique tout simplement pour chaque euro investi combien l'entreprise en récupère. Alors là, oui, c'est pas forcément fou. Cependant, rappelle-toi, comme on l'a vu, Amazon investit énormément en elle-même. Elle dépense énormément d'argent pour accroître son activité. Donc ce n'est pas étonnant qu'en fait ces indicateurs de rentabilité ne soient pas si importants que cela. Une fois qu'elle aura atteint sa pleine puissance,
eh bien dans ce cas-là, il y a fort à parier que ces indicateurs de rentabilité commencent à s'améliorer. Donc, on va dire qu'au niveau rentabilité, pour l'instant, on ne va pas pouvoir mettre trop de points pour Amazon, mais je pense que sur le long terme, l'entreprise sera une entreprise très rentable, surtout grâce à son cloud AWS. Enfin, la dernière métrique qu'on va regarder, ça va être ici le nombre d'actions en circulation. Ça, c'est une métrique que peu d'investisseurs regardent et pourtant elle est primordiale parce qu'elle va permettre de savoir si toi, en tant qu'actionnaire, tu es dilué ou non. En gros, ça va permettre de savoir si toi, tu vas avoir une part du gâteau de plus en plus importante au fil des années ou au contraire, si elle ne va pas diminuer. Et donc pour ça, on veut vraiment que le nombre d'actions en circulation soit stable dans le temps ou en diminution. Donc là, comme on peut le voir, l'entreprise a dilué ses actionnaires d'un peu plus de 5%. Donc ce n'est pas forcément ce qu'on aime voir. Cependant, 5% en 5 années, ça fait à peu près du 1% chaque année. C'est ok, ce n'est pas non plus une dilution excessive, surtout quand vous regardez ici des indicateurs de valorisation, ici un PCF de 175 et un PER de 87, ça semble relativement élevé. Donc moi, c'est tout à fait ok si l'entreprise se dit au lieu de financer mes activités au travers de la dette, je vais émettre de nouvelles actions. Vu qu'il y a des actionnaires complètement fous qui sont prêts à payer mon action à des ratios de valorisation aussi élevés, je vais émettre des actions et je vais récupérer du cash pour pouvoir investir dans mes activités. Donc ça, au final, cette dilution, c'est comme si elle n'existait pas. Donc, par rapport à tout ce qu'on peut voir, de premier abord, Amazon, ça semble pas si ouf que ça, mais au final, c'est ok. Maintenant, qu'est-ce que pensent les analystes du futur ? Déjà, ils s'attendent à une belle augmentation du bénéfice par action. Donc ça, c'est bien. Il ferait plus que doubler en 5 années, en 4 années même, il passerait de 4,82$ à 10,55$. Donc ça fait ici, regardez bien, des croissances. Allez, on ne compte pas cette année parce que c'est quasiment fini, mais aux alentours supérieurs à 20%. Ok, c'est pas mal. Et au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires, il passerait de 647 milliards à 976 milliards. Donc là, ça fait des croissances de 10%. Donc là, ce qui est bien, c'est que l'entreprise, les analystes pensent que le chiffre d'affaires va croître d'environ 10% chaque année, mais que le bénéfice par action, lui, va croître de 20%. Donc ça veut dire qu'encore une fois, les marges vont s'améliorer pour cette entreprise. Et donc, on va calculer rapidement quelle pourrait être la marge en 2028. Donc, pour ça, c'est relativement simple. En fait, vous prenez le bénéfice par action, les 10,55, vous les multipliez par le nombre d'actions en circulation de l'entreprise, donc les 10 milliards 71, ça nous fait 112 milliards, et vous allez les diviser par le chiffre d'affaires que les analystes pensaient en 2028, qui est ici de 976 milliards. 976,25 fois 100, on serait ici à 11,5%. Donc vous voyez, les analystes estiment que les marges d'Amazon vont s'améliorer. Rappelez-vous, on avait dit juste avant qu'ils étaient aux alentours des 4,5, ils étaient passés à 7,5, et donc là on passerait à quasiment du 12%. Donc ça c'est bien. Donc maintenant, on va utiliser un autre outil pour savoir quel est le prix idéal pour pouvoir maximiser tes rendements et battre un indice. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que je sortirai et en plus, ça permet de me soutenir. Donc pour les estimations, moi je les ai déjà réalisées. Donc je pars du principe que déjà on va faire des estimations sur 10 années et comme vous le savez, moi j'aime bien 3 types d'estimations, des pessimistes, on va dire réalistes et optimistes. Donc, au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, entre 7 et 11%, ok. Au niveau des marges, entre 6 et 14, que ce soit les marges nettes ou les marges sur le free cash flow. Pour le PER, PCF, entre 22 et 26. Pourquoi ? Moi, j'estime que l'entreprise mérite son premium. Amazon, c'est une grosse société qui a un impact énorme sur la vie de l'ensemble des personnes sur cette planète. Et c'est une entreprise qui investit énormément en elle-même. Les croissances sont relativement ok sans être exceptionnel et le retour sur les capitaux investis risque de s'améliorer au cours des prochaines années. Ensuite, on met pour l'instant uniquement 9% de rendement comme pourrait le faire un indice. Quand on analyse, ça nous donne ces résultats. Donc actuellement, si vraiment tu penses que les estimations moyennes ou hautes se réaliseront, alors tu réaliserais au minimum 9,24% de rendement ou 16,52% de rendement si tu achetais l'entreprise à 182$. Cependant, attention, là c'est vraiment sans se mettre de marge de sécurité.
je ne suis pas en mesure et personne n'est en mesure de prédire les résultats futurs d'Amazon. Donc c'est pour ça qu'il est très important de vous fixer des marges de sécurité. Moi, pour ma part, j'aime bien mettre des marges relativement importantes de 12, 13,5 et 15. Et là, si j'analyse, actuellement, il n'y aurait que pour les estimations hautes où l'entreprise serait achetable. Et si vraiment vous vouliez réaliser 13,5% de rendement et que les estimations moyennes se réalisent, dans ce cas-là, il va falloir attendre que l'entreprise chute à 132 $. Donc ce qui peut se faire relativement rapidement. Donc si on devait faire un bilan, Amazon c'est une entreprise qui est relativement intéressante à analyser. Le seul bémol que je vois, c'est qu'actuellement, dans les estimations qu'on a réalisées, on a mis des marges que l'entreprise n'a jamais réalisées. Et donc, si cette entreprise n'arrive pas à réaliser ces marges au cours des prochaines années, dans ce cas-là, en fait, la valorisation actuelle d'Amazon serait trop évaluée. Donc, tout le pari repose sur le fait de savoir si ces marges vont se réaliser ou non dans les prochaines années. Donc, c'est pour ça, lorsque vous investissez dans une entreprise comme Amazon, vu qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes au niveau de sa rentabilité, il va être très important de vous fixer des marges relativement importantes de sécurité. Mais bon, dans tous les cas, comme tu l'as vu actuellement par rapport moi à mes marges de sécurité, l'entreprise est trop chère à mes yeux. Donc pour l'instant, je ne rentrerai pas en position dessus. Donc voilà, c'était Maxime. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'ai fait une vidéo qui t'explique ce qu'est la bourse et comment elle fonctionne juste ici. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!